il y avait aussi un cinéma d'arrêt-essai, et ça, c'est quelque chose que j'aime raconter, parce que c'était un cinéma qui était à 2 pas du lycée, et le vendredi soir, il y avait une séance à 18 h, et on voyait le lycée déferler dans cette salle. Et on était 200 lycéens qui venaient voir un film de Pasolini, un film de... voilà. Et c'est vrai que ça a été un moment important pour moi, parce que non seulement on voyait le film, mais après on en parlait pendant toute la semaine. Enfin, il y avait quelque chose qui a disparu très rapidement, parce que, par exemple, mon frère, qui avait 5 ans de moins que moi, n'a jamais connu ça. De manière générale, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup filmer la parole. D'abord parce que j'ai l'impression qu'on peut quand même dire un certain nombre de choses de manière très précise, mais aussi faire part des fragilités et des doutes des personnages à travers une façon d'être, de parler, mais aussi parce que ça impose une espèce de précision de mise en scène qui finalement n'apparaît pas beaucoup à l'écran, et ça c'est plutôt quelque chose qui me plaît. Mais choisir la bonne distance à un personnage, choisir la bonne disposition, l'angle des regards, des choses comme ça très ténues, me semble être un des grands intérêts comme ça qu'il peut y avoir à filmer des gens autour d'une table, quoi. Et je pense qu'en fait, ce qui donne ce sentiment de transparence du montage parfois, c'est aussi parce que d'abord on tourne à 2 caméras, ou 3 caméras parfois, mais que du coup chaque plan pour moi est un plan séquence, même s'il est coupé dans tous les sens, et qu'il y a plein de cadres différents. Mais à chaque fois, je le considère en fait comme un plan unique. Et d'ailleurs, quand on tourne l'ensemble de la scène du début à la fin, parce que je pense que les comédiens sont d'un seul coup portés par la scène, et pas dans un travail de fabrication de la scène plan par plan, quoi. Il y a aussi quelque chose qui me semble intéressant, et en particulier à Cuba, c'est que j'ai l'impression que le décentrement du regard, le fait de ne pas être tout à fait initié fait qu'on regarde différemment, peut-être d'abord avec plus de curiosité. Et moi, je sais que je regarde plus les rues de la Havane que les rues de Paris, par exemple, que je connais trop. Je disais, pour moi, la critique du cinéma, déjà, ça commence par le fait qu'on n'ait pas le sentiment, en lisant la critique, qu'il s'agit d'un roman, mais qu'il s'agit d'un film. Je lis beaucoup de journaux régulièrement, parmi les plus célèbres, les plus connus. Je suis stupéfait qu'à la fin du film, à la fin de la critique, je ne sais toujours pas s'il y a 800 plans ou 8 plans séquences, si le film est surexposé ou au contraire sous-exposé, s'il se rattache à une tradition expressionniste ou autre. Déjà, souciez-vous, quand vous parlez d'un film, de parler du jeu du comédien, de parler de l'éclairage, de parler du montage, de parler de savoir... Voilà, et ça me semble... quand vous parlez de La soif du bal, ce serait intéressant de parler de la première séquence, qui fait 9 minutes, je sais pas, en un seul plan. Moi, quand j'étais jeune, que je voyais pour la première fois l'Aurore de Murnau, ou bien Fritz Lang, ou bien Buster Keaton, etc., moi, ce qui me fascinait, c'était pas tellement si c'était réactionnaire ou conservateur, etc., mais c'était un choc visuel. Quand on regarde les films de Kubrick, on peut comprendre l'importance du cinéma muet, même sur un film comme Barry Lyndon, où il y a du dialogue, etc., mais c'est une esthétique. Ce qu'il disait, le muet, ça permettait de sauter avec un intertitre. On passait d'un truc à un autre sans avoir besoin de délayage explicatif. Donc moi, je pense qu'effectivement, dans les années 20 en particulier, quand on est arrivé
à 27-28, 1927-28, juste avant le parlant, on est arrivé à une sophistication et une complexité du langage visuel. C'est pour ça qu'il y a tant de metteurs en scène qui ont été choqués par la disparition du muet. Bon, il y en a d'autres qui se sont adaptés très bien, mais je peux comprendre parce que c'est vrai que dans l'histoire de l'art, je trouve que c'est la seule fois dans l'histoire de l'art qu'une forme d'art disparaît littéralement à son apogée. Enfin, à part quelques grands cinéastes comme Lubitsch, comme Fritz Lang, comme Hawks, qui ont fait des films au début du parlant qui étaient utilisant formidablement l'image. Souvent des gens qui avaient travaillé dans le muet d'ailleurs, donc ils avaient un héritage muet. Mais aussi, on a vu l'arrivée de tous les metteurs en scène de théâtre de Broadway qui étaient engagés par les grandes compagnies, comme Cukor ou des gens comme ça, qui faisaient effectivement du théâtre filmé. Si vous prenez le son au début du parlant, avec les grands metteurs en scène, c'est prodigieusement intelligent. Enfin, si vous regardez Scarface ou M le Maudit, le sifflement dans M le Maudit, on voit le plaisir que prend un grand cinéaste à découvrir les potentialités justement du son, et non pas de façon mécanique et tautologique. Kubrick me disait que les deux formes qui l'avaient le plus influencé, c'était le film publicitaire, qui était capable en 3 minutes de résumer un message, donc la concision du film publicitaire, et le cinéma muet.